Bon, voici une vidéo qui n'était pas prévue, car alors que je vous prépare le tant attendu bestiaire de l'horreur sur le xénomorphe, qui devrait arriver la semaine prochaine, j'ai fait une pause cinéma et je suis allé voir un film qui, je dois l'admettre, ne me disait rien, mais alors rien du tout. Et il s'avère que j'ai finalement des choses à en dire, car j'ai passé un plutôt bon moment, mais pas vraiment pour des raisons positives. Bref, nous allons parler du reboot d'une franchise initiée il y a un bon moment, un projet qui fut mis en chantier il y a plus de 10 ans et qui n'aboutit pour autant que cette année, après moult réécritures et changements d'acteurs, ce qui n'augure jamais rien de bon. Mais bon, ça va peut-être donner une vidéo marrante. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à The Crow, version 2024. Donc, The Crow, réalisé par Rupert Sanders qui était déjà derrière Blanche-Neige et le Chasseur ou encore Ghost in the Shell, est une nouvelle adaptation de la BD éponyme de James O'Barr et non un remake du film culte de Alex Proyas sorti il y a pile 30 ans. Nous y suivons cependant à peu près la même histoire. Eric et Shelly se rencontrent en cure de désintoxication et tombent fous amoureux l'un de l'autre, puis s'enfuient ensemble. Alors qu'ils cherchent à se reconstruire, Shelly est rattrapée par son passé. Elle a en sa possession des informations compromettantes sur Vincent Rogue, un homme riche et puissant qui aurait conclu un pacte avec le diable. Pour récupérer ces informations, il fait tuer Eric et Shelly sans aucune pitié. Mais Eric va revenir d'entre les morts, guidé par un corbeau, bien décidé à se faire justice. Donc voilà, l'intrigue de départ est à peu près la même, on a toujours l'idée de l'histoire d'amour, le massacre injuste, puis le retour à la vie et l'envie d'aller rendre justice, de se venger. Mais vous allez vite vous rendre compte, si ça n'est pas encore fait, que tout le reste est différent. Je vous l'ai dit en introduction, mais la production de ce The Crow fut très compliquée et prit plus de 10 ans, durant lesquels le scénario ne cessa d'être réécrit. L'un des points de départ de base était d'ailleurs très différent. Le script, alors écrit par Cliff Dorfman et intitulé The Crow Reborn, était plus une sorte de spin-off de The Crow se déroulant dans le même univers mais suivant un flic revenu d'entre les morts pour venger le massacre de sa famille. Jason Momoa, intéressé par cette nouvelle version, s'était d'ailleurs proposé pour jouer le rôle principal. Finalement, après de multiples remaniements et réécritures, Momoa quitta le projet, ne reconnaissant plus ce qu'il avait intéressé à l'origine. Et Dorfman s'exprimera sur les réseaux en rejetant la paternité du script final et en encourageant les gens à ne pas aller voir le film en salle, très mauvais selon lui. Voilà qui est rassurant. À une autre étape du projet, le cinéaste Javier Gutiérrez fut engagé pour réaliser le film. Mais encore une fois, sa vision était très différente de ce que nous avons eu finalement. Ça devait être une adaptation en noir et blanc très fidèle du comics de O'Barr, avec des dialogues et des plans directement repris de la BD, un peu comme ce pouvait être le cas pour Sin City de Robert Rodriguez, mais il finira par abandonner le projet pour aller réaliser Rings. Et quand on voit le résultat, l'une des pires merdes de l'année 2017 et le pire film de toute la franchise Ring, film japonais et américain tout compris, on se dit que The Crow a évité le pire. Quoique, pas sûr, c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant ça, rappelez-vous que j'organise une édition bruxelloise de mon festival Cinéma Interdit qui se tiendra au cinéma Aventure du 6 au 8 septembre prochain. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur la programmation de ce festival, mais vous pourrez la retrouver dans le lien dans la description, ainsi que la billetterie si vous voulez prendre vos places et venir passer un pur moment de cinéma avec des passionnés, dont moi. Oui, je serai présent durant mon festival. Bref, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Cette fois, dans le rôle de Eric, nous avons l'acteur Bill Skarsgård, alias Pennywise, un choix qui peut interroger, mais si vous avez suivi la carrière de l'acteur, vous savez qu'il n'est pas à son coup d'essai niveau film de bagarre. Et même si j'ai personnellement détesté Boy Kills World, lui, il est assez impressionnant durant ses scènes d'action. Et il est même dans John Wick 4. Mais même si Bill peut se révéler convaincant niveau action, on le verra pas tant que ça. Les scènes d'action sont étonnamment rares et sont généralement assez quelconques niveau mise en scène. Il est désormais immortel et la majorité de l'action se concentrera donc sur sa capacité à prendre des coups, à crever et à revenir. C'est sympa, mais on comprend vite tout de même. À part la scène de l'opéra, nous n'avons aucune séquence d'action vraiment épique ou impressionnante et ça manque cruellement, surtout si on se met à comparer le film à l'original qui, pour le coup, en débordait. Et en plus, il a eu l'idée que son personnage est tatoué sur le dos un poème signé par Lovecraft lui-même. Si ça, c'est pas trop dark. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Restez branchés, vous allez aimer ça. Il faut juste se rendre à l'évidence. The Crow version 2024 est moins porté sur l'action, mais se concentre plus sur l'aspect tragique, dramatique, romantique de son histoire.
Et pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a de la matière de ce côté-là aussi, et en soi, c'est pas moins bien que de l'action pure. C'est pourquoi toute la première partie du film se concentre sur l'histoire d'amour entre Eric et Shelly, deux toxicos mal dans leur peau qui vont vivre une passion pure et sincère. Du moins, c'est ce que le film essaye de mettre en place, et il essaye de nous convaincre de la solidité et de la pureté de cette romance, sauf que, ça ressemble surtout à une amourette adolescente entre deux jeunes complètement perdus, à base de drogue, d'alcool et de squat. Alors certes, c'est l'un des buts du film, se concentrer sur deux marginaux, par opposition aux antagonistes qui sont des aristocrates bourgeois et très propres sur eux, mais qui sont très méchants et ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Nos héros sont des artistes incompris, poètes et musiciens maudits, ils sont jeunes mais leur futur est barré par leur incapacité à se ranger dans les cases que la société leur impose, représentés par ces antagonistes, et ils fuient donc ce destin pour vivre leur propre vision de la liberté. Et oui, The Crow essaye bien de mettre cette image en place, mais elle ne tient jamais vraiment la route. Il a beau passer près d'une heure à nous montrer cette histoire d'amour, elle reste toujours hyper artificielle. Il nous hurle que le lien entre nos deux protagonistes est réel, magnifique et pur, mais n'arrive jamais à nous le démontrer. Il nous le dit et il faut qu'on le croie sur parole. Et déjà à ce moment-là, on peut se rendre compte des problèmes d'écriture et de mise en scène du film en le comparant à l'original. L'histoire d'amour entre Eric et Shelly est également au cœur de son récit, et la raison principale du retour sur Terre d'Eric. Et pourtant, on ne passe que quelques minutes en présence du couple avant son massacre, et ce, sur la totalité du film. Si ça fonctionne, c'est parce que le film parvient à nous montrer toute l'ampleur du chagrin d'Eric, qui vient donner de la valeur à l'histoire d'amour qu'il vivait avec Shelly. En plus, l'injustice de leur sort nous frappe, eux qui venaient tout juste de se marier. Le timing est hyper important, et en quelques rares scènes, leur alchimie est dévoilée aux spectateurs, et fonctionne. Inutile d'en faire trop. Dans cette nouvelle version, on a beau passer beaucoup plus de temps sur leur histoire d'amour, leur rencontre et leur rapprochement, eh bien, ça reste vide. Nous voyons deux marginaux qui se ressemblent avoir le coup de foudre l'un pour l'autre, puis se rapprocher et ne plus se lâcher, mais les moments qu'ils partagent ne dégagent pas grand-chose. C'est une telenovela pour crackheads. Et franchement, je ne pense pas être trop dur en le décrivant comme ça. C'est beaucoup trop long narrativement parlant pour le peu de résultats que ça obtient. Heureusement que tous les personnages du film nous expliquent à quel point nos amoureux s'aimaient fort. À quel point le chagrin d'Eric est grand. À quel point leur amour était pur. Parce que nous n'avons pas vu ça. Nous avons vu un petit couple évoluer dans un monde sale et toxique, encore une fois par opposition à celui des antagonistes, beaux et clinquants. Tout cela est ultra simpliste. Et en plus, ce n'est pas le pire. Le pire du pire dans le film, c'est vraiment cette tentative désastreuse et risible de proposer un univers sombre et des personnages torturés. Tout ce qui concerne cette ambition est juste totalement raté, et plusieurs scènes du film en deviennent donc purement nanardesques. Les looks hyper travaillés de nos personnages, censés souligner leur douleur, leur marginalité, leur donnent surtout un côté émo ou gothique du Skyblog, et certaines lignes de dialogue en deviennent juste insupportables, comme lorsque Shelly dit à Eric qu'elle est tombée amoureuse de lui parce qu'il ressemble à un ange déchu. Leurs tatouages trop dark, leurs fringues, leurs pioles sales, les endroits crades qu'ils fréquentent, leur univers reposant en grande partie sur la drogue et l'alcool, ce ne sont pas des jeunes torturés par une vie trop dure, ce sont des toxicomanes en grande difficulté. The Crow cherche à avoir un côté poétique et moderne, mais il se vautre complètement, et il ressemble à un AMV des années 2000 sur du Evanescence ou du Linkin Park. Ces héros sont aussi torturés qu'un jeune de 13 ans qui pense au suicide parce que sa mère l'a engueulé ou que sa petite copine l'a quitté. Rien ne fonctionne et tout en devient juste pathétique. Et loin de moi l'idée de me moquer des jeunes qui pourraient avoir des pensées suicidaires, et ce, peu importe les raisons, mais on ne va pas les ériger en anti-héros gothiques et torturés pour autant. Et je fais le parallèle parce que c'est bien à ce genre de personnage que nos héros ressemblent, et pas à ce que le film essaye de nous faire croire. Même dans le choix des musiques, nous sommes vraiment plongés dans cette atmosphère AMV que j'ai connue durant mon adolescence, et c'est fou de voir à quel point le film fait tout, sans le faire exprès, pour ressembler à ça. C'est un univers sombre et tourmenté, mais imaginé par un gamin de 15 ans qui écoute du Kyo. Et à partir de là, je vous ai déjà résumé mon avis sur tout le film, car celui-ci n'arrive à accomplir aucune de ses ambitions et tape littéralement à côté à chaque fois. Et là, je ne vous ai pas encore parlé de son antagoniste, Rogue, qui fait un pacte avec le diable, sans doute pour devenir l'homme de pouvoir qu'il est devenu, on ne sait pas trop, et d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur lui. Que fait-il vraiment dans la vie, apparaître à la tête d'une sorte d'organisation criminelle et aimer la musique, être riche? On ne sait pas vraiment. Il n'a aucune personnalité. Son seul trait de caractère, c'est d'être méchant et d'avoir fait un pacte avec Satan. Ses larbins et ses lieutenants, n'en parlons pas, c'est encore plus risible. Aucun n'a le moindre charisme, la moindre aura, et ça n'aide pas du tout à prendre cet univers au sérieux, pas plus que ce pauvre Khadgar dans lequel Eric se retrouve après sa mort, avant sa résurrection. Une sorte de dimension entre les mondes. La symbolique de la gare, mais sans train ni destination, est compréhensible, mais encore une fois, ça manque de caractère, d'iconographie. En 3 mots, c'est nul.
Aucun personnage du film, aucun décor, aucun événement ne sort véritablement du lot. Tout est plat, ou parfois involontairement drôle et ridicule. C'est dingue de se planter à ce point-là sur absolument tous les plans. Prenons par exemple encore une fois Rogue, le méchant. Quand il s'en prend à ses victimes, il leur chuchote ou hurle des trucs incompréhensibles à l'oreille parce qu'il est trop démoniaque. C'est le diable qui lui a donné ce pouvoir. Et c'est juste nul, c'est pas du tout impressionnant ou effrayant. Et à chaque scène de ce genre, durant ma séance, dans ma salle, les gens riaient, et moi aussi je riais, parce que c'est nul, ça le fait pas du tout. Ça ne fonctionne pas, ça ne rend pas le méchant stylé, ça ne lui donne pas plus de prestance ou d'aura, ça le rend juste encore plus ridicule, et même pas dans le bon sens du terme. Mais bon, il y a tout de même une scène que j'ai trouvée cool, celle de l'opéra. Sans entrer dans les détails, c'est la grosse scène d'action du film, et elle se déroule, comme vous l'aurez compris, dans un opéra, en parallèle avec le spectacle qui s'y tient. Et franchement, c'est plutôt bien réussi, aussi bien au niveau dramatique qu'en termes d'action, et c'est super gore, même si les effusions de sang en CGI y sont généralement bien dégueulasses. Eric, dans sa volonté toujours plus poussée d'être edgy et de nous faire littéralement le Dark Sasuke en film live, se bat avec une sorte de katana, et il tranche des membres, défigure des ennemis et leur éclate littéralement la gueule, tout en se faisant cribler de dizaines de balles sans broncher. La scène va même parfois curieusement loin dans le grotesque, il va à fond dans des idées assez débiles, mais pour le coup qui me plaisent bien. Là, c'est fun, c'est de l'action over the top et qui fait très comic book, j'achète. Il y a plein d'idées clichés et de plans qui se la jouent à mort, mais il y a aussi un côté drôle et assez assumé dans sa bêtise qui permet à l'ensemble de fonctionner. Donc, j'ai pu apprécier l'effort et le bain de sang tant attendu, et c'est quand même un film de Crow, merde. Mais à part cette scène, c'est le néant. Et ne parlons pas de ce final modifié pour pouvoir faire office de pseudo-cliffhanger aux grandes dames de Skarsgård lui-même, qui l'a critiqué publiquement en disant qu'il y avait une autre fin de prévue, plus définitive, et qu'il la préférait grandement. Et globalement, toutes les personnalités attachées de près ou de loin au projet, qui se sont exprimées à son sujet, étaient assez négatives, et c'est révélateur d'un projet juste raté de bout en bout. Même si les deux Crow, à commencer par l'original, ont toujours eu ce côté émo ou poète torturé du dimanche, celui-ci bat tous les records, et pour une œuvre présentée par ses producteurs et son réalisateur comme moderne, c'est fou à quel point elle pue les années 2000, et pas pour les bonnes raisons. Selon moi, on est vraiment proche du nanar, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises dans la salle, et pas à cause des blagues. Donc, une belle purge, et même pas une déception, parce que soyons honnêtes, qui y croyait ? Et c'est sur ces belles paroles que se clôt cette critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que j'organise une édition de mon festival Cinéma Interdit à Bruxelles du 6 au 8 septembre au Cinéma Aventure et que vous y trouverez le lien de la billetterie et de la programmation complète en description. J'espère vous y voir nombreux. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Toujours en vie.